Bienvenue. Aujourd'hui, on part sur une aventure assez incroyable pour l'époque. Fin 19e siècle, traverser l'Algérie coloniale, une partie de la Tunisie, à bicyclette. Ah oui, quand on y pense, ça évoque l'exotisme, bien sûr, mais faut imaginer l'effort physique. C'était colossal. Tout à fait. Et pour en parler, on s'appuie sur le récit de voyage d'Édouard de Pérodil. Il a fait ça en 1895. Exactement. L'idée, c'est de revivre un peu les moments forts de son périple, les défis, les rencontres, l'ambiance. C'est son regard brut, tel qu'il l'a vécu. Alors pour situer, départ de Marseille, une traversée en mer assez agitée, c'était une première pour lui d'ailleurs, et il arrive à Alger sous un orage. Pas idéal comme début. Non, pas vraiment. Et là, avec son compagnon Albert Van Mark, il prépare les vélos pour l'aventure algérienne. On sent l'excitation au départ, j'imagine. Oui, mais une excitation qui a dû vite se confronter à la réalité du terrain, non? Carrément. Pérodil parle très vite de la chaleur. Écrasante. La plaine du Chélif, il dit un désert brûlant. Il fait 36 degrés à Oran et puis le Sirocco, ce vent chaud, sec, Ah oui, le sirocco, ça devait être terrible. épuisant. Il dit que ça les anéantit. Et ça, c'est sans parler des routes. Justement, les routes. Il dit qu'elles sont atroces. C'était quoi? De la poussière? Des cailloux? Souvent, oui, voire de simples pistes, pas du tout faites pour un vélo. Et dès qu'il y a un peu d'humidité, ça devient une terre grasse et collante. Impossible d'avancer. La galère. L'épuisement devait être constant. Constant. Ajoute à ça la soif. Trouver de l'eau potable, ou même du lait frais dans les villages, c'était une lutte. Fou. Et il mentionne aussi des désagréments plus anecdotiques. Oui, il parle du supplice des mouches à Relisane, un horrible acharnement, selon ses mots. Faut imaginer le tableau. Bon, malgré toutes ces difficultés physiques, il y a des rencontres, j'imagine. Le vélo, ça devait intriguer, non? Énormément. C'est assez double en fait. Dans les villes comme Oran, Alger, Sétif, les clubs cyclistes européens leur réservent un accueil vraiment chaleureux. Ah oui, des réceptions, des sorties. Oui, des réceptions, ils les accompagnaient parfois en tandem, en triplette. C'est un vrai réseau de passionnés. Ça devait être un réconfort après l'isolement entre les étapes. Et avec la population locale, les Algériens. Là, c'est plus varié. Beaucoup de curiosité, bien sûr. Les enfants qui crient bicyclette, bicyclette. D'ailleurs, ils apprennent vite à crier balek pour faire écarter les troupeaux sur les pistes. Pratique. Mais il y a eu aussi des moments plus tendus. Oui, ils racontent une fois où ils ont été poursuivis par des hommes après Relisane, un autre incident avec un mulet qui prend peur à la vue des vélos et désarçonne son cavalier. L'arrivée de cette machine moderne, c'était pas toujours simple, quoi. Et Pérodil, il observe aussi la société de l'époque. Il note des choses plus difficiles. Oui, il faut le dire, le texte source, son récit, rapporte ses observations sur des tensions sociales. Il décrit un sentiment d'hostilité assez généralisé, selon lui, envers la communauté juive à Alger. D'accord. C'est important de préciser que ce sont ses observations, rapportées telles quelles dans son texte. Absolument, c'est son regard de voyageur à ce moment-là. Mais il y a aussi, heureusement, des scènes plus légères, un peu cocasses. Comme quoi, par exemple? Il raconte comment ils aident un homme à remonter sur son mulet après une chute. Ou un jeune cavalier arabe qui, amusé par leur équipage, leur fait une fantasia improvisée, une sorte de démonstration équestre. Sympa. Malgré tout ça, l'aventure à vélo va s'arrêter avant la Tunisie, c'est ça? Oui, ça coince à l'approche de la frontière. Le problème principal, ça devient l'information, ou plutôt le manque d'informations fiables. Comment ça? À Constantine, les avis sur l'état des routes vers la Tunisie sont contradictoires. À Bonn, l'actuelle Annaba, on leur donne des renseignements qui se révèlent complètement faux. La galère continue, mais d'une autre manière. Voilà, ils tentent une dernière fois depuis Soukaras. Ils trouvent une route neuve. Super, sauf qu'elle s'arrête net, d'un coup. Ah bon? Et après? Après, c'est la brousse. Et des condamnés aux travaux forcés qui travaillent là. Impossible de passer à vélo. C'est la fin du rêve cycliste tunisien. Oula. La technologie moderne du vélo qui bute contre le manque de route, tout simplement. Exactement. C'est là qu'ils prennent la décision logique. Fini le vélo, on prend le train pour Tunis. Un autre rythme, j'imagine. Beaucoup plus lent, oui. Arrivé à Tunis, visite rapide de la ville, le bardo, les souks. Mais ce qu'il marque vraiment, c'est Carthage. Les ruines de Carthage. Qu'est-ce qu'il touche particulièrement? C'est le contraste, je crois, entre l'idée qu'il se fait de la grandeur passée de cette cité mythique et ce qu'il voit, des ruines éparses, ce qu'il appelle le néant. C'est un passage assez mélancolique de son récit, une réflexion sur la gloire, l'oubli. Donc au final, ce voyage, c'est un mélange assez fou. L'aventure technique du vélo, toute neuve pour l'époque,
confrontés aux défis éternels de l'exploration, le climat, le terrain difficile. Et tout ça dans ce contexte très particulier de l'Algérie coloniale, avec des rencontres humaines complexes. C'est un témoignage direct, sans enjoliver. Loin d'une vision idéalisée du voyage, c'est sûr. Tout à fait. Ça montre la ténacité, mais aussi les limites, très concrètes. Et d'ailleurs, cette frustration de Pérodil à la fin, bloquée par une route qui n'existe pas, ça fait réfléchir, non? Oui. À quoi tu penses? Je me demande, même aujourd'hui, avec Internet, le GPS, toute l'info qu'on a, est-ce que les limites physiques, l'état réel des infrastructures ou même le manque d'infos locales fiables ne continuent pas finalement de façonner nos voyages, notre perception des vraies frontières?